Bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième cours de cette série de cette année qui est donc consacrée aux interactions entre atomes dans les gaz quantiques. Et pour commencer, je vous rappelle les prochains séminaires. Donc aujourd'hui, on aura le plaisir d'entendre Matthias Weidemüller qui nous parlera d'un problème de physique statistique, si je puis dire, vu du côté atome froid, qui est comment est-ce que se fait la thermalisation dans un système isolé. Alors, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, Matthias était malade, enfin, cette maladie qu'on a tous eue, je crois, maintenant. Et donc, il est en quarantaine, donc il fera son séminaire par Zoom, mais bon, vous serez bien sûr libre de lui poser toutes les questions comme s'il était là. Simplement, on n'aura pas la chance de pouvoir discuter avec lui après le séminaire. Et puis, la semaine prochaine, on aura Jean-Philippe Brantu, puis Anna Minguzzi, puis Attac Imamoglu. Voilà. Bien, donc je commence pour le cours d'aujourd'hui. Et donc, le cours d'aujourd'hui va être en fait le début de 2 ou 3 cours dans lesquels on va se pencher sur le problème d'un gaz de Bose froid, avec l'approche de Bogoliubov qu'on va voir aujourd'hui, et puis qu'on complétera la semaine prochaine et la semaine d'après encore par des termes au-delà de Bogoliubov. Comme vous allez le voir, j'ai développé pas mal cette approche. Cette approche elle est souvent traitée dans les cours qu'on fait en M1 ou en M2 en 1 heure, disons. Moi, je vais y passer plutôt 4 heures qu'une. Mais en fait, je trouve qu'elle a pas mal de subtilités qui sont souvent mises sous le tapis. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de me pencher sur ces subtilités, me pencher avec vous. Hein. N'hésitez pas à me faire des retours si vous trouvez que les subtilités que j'ai évoquées sont mal traitées. Voilà. Donc, le problème, c'est un gaz de Bose. Un gaz de Bose qu'on va prendre à très basse température. Si je me mets à température nulle, et si je ne mets pas d'interaction, là on connaît tous le résultat. Hein. Toutes les particules vont se mettre dans l'état fondamental du piège qui confine ces particules. Si je prends une boîte avec des conditions limites périodiques, eh bien, les particules se mettent dans l'état d'impulsion nulle, h bar k égale 0. Et la question qu'on se pose, c'est donc comment est-ce que ce résultat est modifié en présence d'interactions. Et les interactions que je vais prendre, ce seront des interactions binaires, c'est-à-dire des sommes sur toutes les paires de particules d'un V de RI moins RJ. Et même pour simplifier les choses, je vais supposer que V est invariant par rotation. Ça simplifie les notations sans introduire de biais significatifs. Bien, alors, la première question qui se pose une fois qu'on a posé le problème comme ça, eh bien, c'est quel potentiel on va choisir pour décrire notre système. Alors, l'idéal serait évidemment de choisir le potentiel réel. Le problème, c'est que ce potentiel, je l'ai déjà dit la semaine dernière, il est très compliqué. Il a plein d'étaliers. Et le fait même qu'il y ait ces étaliers veut dire que si jamais je m'intéresse à l'état fondamental du système, eh bien l'état fondamental du système en présence d'un potentiel réel comme celui qui est dessiné ici ne sera sûrement pas un gaz, ça va être probablement un solide de sodium ou de rubidium ou de dysprosium selon l'élément atomique que j'aurais choisi, mais ce ne sera absolument pas le gaz. Donc il n'y aura pas du tout de continuité entre le cas sans interaction et le cas avec interaction. Donc le potentiel réel, on essaiera de revenir vers lui un peu plus tard, mais enfin, on ne peut pas le prendre d'emblée comme ça. Une option qui est souvent prise dans les cours, c'est un potentiel de contact. Alors, un potentiel de contact, pris simplement, ça a des singularités mathématiques, donc il faut le régulariser. Quand on le régularise, on arrive à ce qu'on appelle le pseudo-potentiel, qui est en fait toute une classe de pseudo-potentiels. Ce pseudo-potentiel, il a des subtilités mathématiques, en particulier quand on va étudier l'énergie du fondamental de ce gaz de Bose, c'est ce qu'on appelle l'énergie de Li-Wang-Yang, qu'on regardera la semaine prochaine. Et du fait de ces subtilités mathématiques, donc je le repousse à la semaine prochaine, et pour l'instant, je ne vais pas prendre le pseudo-potentiel. Dans le cours d'aujourd'hui, ce que je vais prendre, c'est un potentiel de faible amplitude que je peux traiter par un développement de borne. Donc là, je suis en terrain bien familier, mon potentiel V de R est régulier, il va avoir une transformée de Fourier tout aussi régulière, et donc là, il n'y aura pas de problème mathématique qui va se poser. Et comme on va le voir, à la fois aujourd'hui et puis surtout la semaine prochaine, c'est que si je veux que ce potentiel décrive bien mon gaz, eh bien l'essentiel est d'assurer que la longueur de diffusion, c'est-à-dire finalement ce qui caractérise les collisions à très basse énergie pour ce potentiel, eh bien que cette longueur de diffusion soit la même que celle pour le potentiel réel qui est représenté en haut à droite. Voilà, donc ça c'est le potentiel que je vais prendre pour l'instant. Et la semaine prochaine, donc, on passera au pseudo-potentiel. Alors, ce développement de borne, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que ça, vous l'avez tous vu à un moment ou à un autre. Le développement de borne, ça consiste à faire un développement du problème de la diffusion
pas en puissance du potentiel, précisément. À l'ordre 1, eh bien là c'est très simple. Si je regarde l'amplitude de probabilité pour passer d'un état d'impulsion KI, donc une onde plane h bar KI, à un état d'impulsion h bar KF, eh bien l'amplitude de diffusion, c'est simplement l'élément de matrice du potentiel V pris entre l'état initial, l'onde plane KI, et l'état final, l'onde plane KF, c'est-à-dire en point de vue position, l'intégrale sur D3R du potentiel V de R pris en sandwich entre puissance IKF scalaire R et puis puissance IKI scalaire R. Donc l'amplitude de diffusion à l'approximation de borne, c'est rien d'autre que la transformée de Fourier du potentiel. Et si je vais me mettre à basse énergie, et je vous rappelle ce que j'entends par basse énergie dans ce cours, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le répète, si je suppose que mes vecteurs d'onde, KI et KF, les nombres d'ondes, c'est-à-dire le module du vecteur d'onde, sont petits devant 1 sur B, où B est la portée du potentiel, eh bien à ce moment-là, dans cette intégrale, la seule région de l'espace qui va contribuer, c'est la région centrée autour de l'origine, avec une extension de l'ordre de petit b. Donc je peux remplacer l'exponentielle de KI-KFR par 1 sur cette région-là. Et donc l'amplitude de diffusion à basse énergie, c'est simplement l'intégrale du potentiel V de R. Ce que je vais noter V tilde de 0, V tilde de K étant la transformée de Fourier pour un moment K. Et en particulier, donc, la longueur de diffusion, ce qui caractérise cette amplitude de diffusion à l'ordre, enfin, qui se caractérise l'amplitude de diffusion, donc l'amplitude de diffusion petit a, eh bien, à l'ordre 1 en V, c'est simplement proportionnel à ce V0 tilde ici, plus précisément la constante de couplage G, qui est définie comme étant 4pi h bar 2 sur m fois la longueur de diffusion, ça ce sera toujours vrai. Eh bien, donc, dans le cas du développement de borne, à l'ordre 1, cette constante de couplage V, ce n'est rien d'autre que V0 tilde A. Et je vous rappelle également le critère de validité de cette approximation de borne qu'on avait vu en détail dans le cours de l'année dernière, mais là vous pouvez me croire sur parole, c'est une condition nécessaire, c'est que la longueur de diffusion que je trouve de cette manière, donc en prenant simplement l'intégrale du potentiel, eh bien cette longueur de diffusion doit être, en valeur absolue, petite devant la portée du potentiel. Voilà. C'est à cette condition que je peux faire ce développement de borne et garder le premier terme. Alors, le cours d'aujourd'hui, donc, la démarche qu'on va suivre est la suivante. En se plaçant donc dans un potentiel descriptible par cette approximation de borne, on va supposer que l'état fondamental du gaz en présence d'interaction est finalement peu différent du gaz avec interaction, et peu différent dans le sens suivant. Je vais supposer que la population de l'état K égale 0, c'est-à-dire l'état fondamental de ma boîte, la population de cet état K égale 0 reste voisine de ce qu'elle est en l'absence d'interaction, c'est-à-dire le nombre total de particules. Et on va donc faire un développement, si vous voulez, en puissance de n-n0. N-n0, c'est le nombre de particules qui ont quitté l'état fondamental de la boîte du fait des interactions. Et ce développement va nous permettre de passer de l'hamiltonien total à un hamiltonien qui sera quadratique vis-à-vis des opérateurs création et annihilation de particules dans un état K, un état de moment K, avec K différent de 0. Et en faisant cette approximation quadratique, donc, on va voir apparaître une structure très particulière de l'hamiltonien, qui est une structure en paire de modes couplés. C'est-à-dire qu'on va voir que l'hamiltonien s'écrit comme une somme d'hamiltoniens indépendants, et chaque hamiltonien indépendant porte sur une paire de modes K moins K. En d'autres termes, le processus dominant dans cette approximation quadratique, ce sera un processus où je prendrai deux particules, deux atomes dans l'état K égale 0, et ces atomes dans l'état K égale 0, sous l'effet du potentiel d'interaction, se transformeront en une paire d'atomes K moins K. Alors vous vérifiez que ça conserve bien l'impulsion, ça, hein, l'impulsion initiale vaut 0, l'impulsion finale vaut bien 0 aussi, et ce sera ça le processus dominant. Et une fois qu'on aura bien identifié ça, eh bien, on diagonalisera de manière exacte cet hamiltonien, et je passerai un petit peu de temps à décrire l'énergie du fondamental de cet hamiltonien et son spectre d'excitation. Donc voilà le plan du cours. Donc, une première partie, ce sera cette approximation quadratique pour l'hamiltonien, avec un préliminaire que je vais faire tout de suite au tableau, qui est essayer de bien identifier des contributions qui vont revenir de manière récurrente ensuite, qui sont ce qu'on appelle le terme de Hartree et le terme de Fock. Et puis ensuite, eh bien, un ingrédient essentiel de la méthode de Bogoliubov, qui est de considérer le condensat comme un champ classique. Ensuite, eh bien, on passera un petit peu de temps sur cet hamiltonien de Bogoliubov à deux modes. Et puis enfin, j'aimerais
avant de repasser au cas multimode, c'est-à-dire le cas d'un gaz quantique, ce qu'on fera la semaine prochaine, j'aimerais passer du temps sur une illustration récente, enfin une expérience qu'on a faite récemment au laboratoire, qui est une belle illustration de ce modèle à deux modes, simplement, qui est le cas d'un gaz de spin 1 à l'approximation de degrés de liberté spatiaux gelés. Vous verrez ce que j'entends par là dans un instant. Voilà donc le plan du cours, et je voudrais commencer par ce préliminaire, comme je l'ai appelé, terme de Hartree, terme de Fock. Encore une fois, c'est quelque chose qui va revenir très fréquemment dans la suite. Alors pour ça, le mieux c'est que je mette au tableau pour bien détailler les calculs. Donc je vais pour l'instant considérer simplement deux particules que j'appelle 1 et 2. Et je suppose que ces particules sont dans des états d'impulsion donc H bar Ka et H bar Kb. Comment j'écris H bar Kb, voilà, c'est un K ici. Et je me pose comme question que vaut, je prends une interaction donc V de R, et je me pose comme question, donc V de R1 moins R2, et je me pose comme question que vaut la valeur moyenne de V dans cet état-là. Donc valeur moyenne de V, hein, c'est psi, les chapeaux psi. Voilà. Alors, donc le problème, hein, c'est donc j'ai considéré une boîte là, comme ça, et je mets dans cette boîte une onde plane qui correspond donc à Ka, une autre onde plane qui correspond à Kb, et je veux donc calculer cette valeur moyenne. Alors, que vaut psi déjà? Donc psi, c'est cet état que j'ai écrit ici. Alors, j'ai affaire à des bosons, donc il faut que je prenne un état qui est symétrique par échange des deux particules. Donc, je vais mettre un 1 sur racine de 2 devant. Je suppose que Ka et Kb sont différents l'un de l'autre. Hein, ici. Donc, je mets un 1 sur racine de 2 devant, et je peux mettre la particule 1 dans l'état Ka, la particule 2 dans l'état Kb, et puis je symétrise, donc la particule 1 dans l'état Kb, la particule 2 dans l'état Ka. Voilà, donc je ferme ma parenthèse. Voilà, donc quand je vais maintenant calculer cette valeur moyenne, donc la valeur moyenne de V, qu'est-ce qui m'intéresse? Eh bien, ça va être donc l'opérateur V, c'est-à-dire V de R1 moins R2 ici, pris entre ce psi à droite et psi à gauche. Psi, il a deux termes, donc j'ai deux termes possibles ici, deux termes possibles là, donc je vais avoir 4 termes au total. Alors, je vais en écrire deux des 4, et puis les deux autres s'en déduiront par permutation. Donc, le 1 sur racine de 2 devient 1,5. Le premier terme, je peux l'obtenir en prenant le 1Ka, 2Kb à gauche et à droite. V 1Ka, 2Kb. Le deuxième terme, je peux l'obtenir en gardant le 1Ka, 2Kb à gauche, mais en prenant le deuxième morceau ici à droite, donc ce sera 1Kb, 2Ka. Et puis j'ai donc deux autres termes qui se déduiront des deux premiers par permutation circulaire, donc je ne les écris pas ici. Voilà, et donc ce qu'il faut évaluer, c'est donc ces différents éléments de matrice-là, et c'est ce que je vous propose de faire ici. Alors prenons le premier, donc 1Ka, 2Kb, valeur moyenne, enfin V, 1Ka, 2Kb. Donc je vais passer en représentation R. Donc en représentation position, je vous rappelle ce que c'est qu'une onde plane. Hein. R en représentation position, c'est simplement E puissance I, K scalaire R, et puis je normalise à mon volume que je note toujours L cube. Voilà, donc cette chose-là, ça va être. Donc j'ai 4 ondes planes, là, celle-ci, celle-ci, et puis celle-là et celle-là. Donc ça va faire 1 sur L, racine de L cube puissance 4, donc du 1 sur L6.
et puis une intégrale sur D3 sur la position de la particule 1, D3R1, D3R2, et puis ensuite j'ai ce terme de gauche ici qui va être un e puissance moins I Ka scalaire R1 plus KB. Je détaille le calcul pour que je sois sûr que tout le monde l'ait bien en tête après. V de R1 moins R2, et puissance plus I, et en fait ça va être le même terme que celui que j'ai écrit ici, K scalaire R1 plus KB scalaire R2. Voilà, et bien, là, bien évidemment, ce terme-ci se compense avec celui-là. Et tout ce qui me reste, c'est donc une intégrale sur D3R1, D3R2 d'une fonction qui ne dépend que de R1 moins R2. Donc, comme toujours, on a intérêt à passer en variable du centre de masse et variable relative. Donc, je vais poser R1 moins R2 égale petit r, R1 plus R2 sur 2 égale grand R, ça c'est le centre de masse. L'intégrale sur grand R, l'intégrande ne dépend pas de grand R, donc ça me donne simplement un L cube. Donc j'ai un des L puissance 6 qui va. Enfin, L6, je l'écris L cube fois L cube, et j'ai un des L cube qui s'en va. Donc il me reste simplement 1 sur L cube fois l'intégrale sur D3R de V de R, c'est-à-dire ce que j'ai noté, V tilde 0, transformé de Fourier de V pris à l'impulsion nulle. Et puis, si je fais le même calcul, mais pour l'autre élément qui est écrit ici, 1Ka, 2Kb, V, et cette fois-ci je permute, je mets 1Kb, 2Ka. Il faut que je mette des flèches sur mes vecteurs. Voilà. Donc pareil, 1 sur L6, toujours l'intégrale de D3R1, D3R2. Mais cette fois-ci, donc, je garde le même premier terme, moins IKR1 plus KBR2. J'ai toujours mon V de R1 moins R2. Et l'autre terme, cette fois-ci, ça va être puissance I KB scalaire R1, puisque je mets la particule 1 dans l'état KB, et plus Ka scalaire R2, puisque j'ai mis la particule 2 dans Ka. Et si je regarde maintenant ce qui apparaît quand je combine ce terme-ci et ce terme-ci, donc j'ai 4 termes, 2 avec un signe plus, 2 avec un signe moins. Et si je le mets peut-être d'une couleur différente, je vais le mettre en jaune, ici. Donc si je prends ça plus ça, vous voyez que ça fait apparaître puissance I, alors que je ne me trompe pas de signe, ça va être du KB moins Ka scalaire R1 moins R2. Voilà. Donc je dois toujours intégrer une fonction qui ne dépend que de R1 moins R2, soit via le V de R1 moins R2, soit vers ça. Et ce que je vais apparaître maintenant, une fois que j'ai enlevé l'intégrale sur le centre de masse qui me redonne un L cube, donc j'ai 1 sur L cube, l'intégrale sur D3R de V de R et puissance I KB moins Ka scalaire R. Alors j'ai dit que R c'était R1 moins R2. Oui, c'est bien ça, donc c'est mon signe. R. Et ça c'est donc V tilde, mais non plus pris en 0 à l'impulsion nulle ici, mais pris en KB moins Ka. En fait, ça ne dépend que de module de KB moins Ka si j'ai pris un potentiel invariant par rotation sur L cube. Voilà. Donc ça c'est 2 des 4 termes. Les 2 autres, je vous dis, sont égaux par permutation, donc le 1,5 qui est là s'élimine, et finalement, je trouve le résultat qui est ce que je cherche, V, valeur moyenne de V, c'est donc V tilde de 0 sur L cube, plus V tilde de K1 moins K2 sur L cube. Le premier terme est appelé terme direct, ou terme de Hartree, donc celui-là, est appelé direct, ou Hartree. Et le second est appelé terme d'échange, ou terme de Fock. Ce terme-là, c'est le terme de Fock, qui est vraiment un terme lié aux statistiques quantiques, lié au fait que j'ai dû symétriser ici ma fonction d'onde. Si j'avais antisymétrisé parce que j'avais à faire des fermions, si j'avais mis un moins ici, vous pouvez vous convaincre immédiatement que ce que j'aurais obtenu, c'est un moins ici.
Donc le terme de Hartree, lui, il est présent quelle que soit la statistique, et le terme d'échange, lui, eh bien, son signe dépend de la statistique que je prends, Bose ou Fermi. Et si vous voulez faire une petite représentation diagrammatique, hein, le terme direct, eh bien, il correspond à la chose suivante. Je prends ma particule 1 et ma particule 2, je le représente par des lignes. La particule 1 rentre dans Ka, la particule 2 rentre dans Kb. Elles interagissent un moment, et puis dans le terme direct, 1 ressort dans K et 2 ressort dans Kb. Et le terme d'échange, lui, ou le terme de Fock, si vous préférez, eh bien, la particule 1 rentre dans K, puis elle sort dans Kb, alors que la particule 2 qui rentre dans Kb sort dans Ka. Voilà. Donc je référerai souvent à ces termes directs et ces termes d'échange dans les expressions qu'on va voir, et c'est ça que j'entends par ça. Ça sort naturellement quand on regarde l'énergie moyenne d'interaction entre deux particules qui n'occupent pas initialement le même état. Voilà. Je vérifie que j'ai rien oublié dans ce que je voulais vous dire au tableau. Non, voilà. Donc on peut garder ça en tête pour la suite. Bien, donc une fois qu'on a dit ça, je vais peut-être baisser un peu la lumière maintenant, si tout le monde a bien vu ça. Voilà. Une fois qu'on a vu ça, donc maintenant j'aimerais revenir à mon problème à n-corps, et ce problème à n-corps, je vais le traiter en seconde quantification. La seconde quantification, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, hein, c'est jamais rien d'autre qu'une autre manière d'écrire la même physique que le faire en première quantification, c'est-à-dire avec des fonctions d'onde comme j'ai fait au tableau. Simplement, quand on a deux particules, les fonctions d'onde, ça va très bien. Quand on en a n, c'est vraiment très lourd à manipuler, donc il vaut mieux utiliser cette seconde quantification. Donc on part de l'hamiltonien en première quantification, somme de l'énergie cinétique, ici, plus de l'énergie d'interaction, et on va réécrire cet hamiltonien en termes d'opérateurs création d'une particule dans l'état K, que je note à croix K, et puis opérateur destruction, que je note à K. Et là, eh bien, c'est un calcul que vous trouverez dans tous les bons livres. Voilà à quoi ressemble cet opérateur hamiltonien quand on l'écrit en point de vue de la seconde quantification. L'énergie cinétique s'obtient simplement en prenant la somme sur tous les cas possibles, sur tous les modes possibles du problème, de l'énergie associée au vecteur d'onde K, donc h bar 2 K2 sur 2m, fois le nombre de particules dans l'état K, à croix K à K. Et puis le terme d'interaction qui est écrit ici, lui, va s'écrire comme une somme de 4 opérateurs, enfin un produit de 4 opérateurs, 2 opérateurs destruction, 2 opérateurs création. Et l'interprétation physique de ce produit de 4 opérateurs est simple. Hein. Je détruis une particule avec le moment K', j'en détruis une autre avec K secondes, ces particules interagissent, et je recrée deux nouvelles particules, une avec l'impulsion K' plus Q, fois h bar, et l'autre avec l'impulsion K secondes moins Q, fois h bar. Et l'amplitude de probabilité pour que cette chose-là se produise, eh bien, c'est V tilde de Q, la transformée de Fourier du potentiel, à l'impulsion Q qui est transférée. Donc, il y a bien conservation d'impulsion sur une interaction élémentaire, hein, dans ce cas-là, l'impulsion initiale K' plus K secondes, même chose pour l'impulsion finale. Et c'est donc la transformée de Fourier de V de R pour le moment Q qui compte pour évaluer l'amplitude de ce processus-là. Et on a donc une somme à la fois sur les états initiaux K' et K secondes, et puis sur les Q transférés lors de cette interaction. Alors, passons donc maintenant à la méthode de Bogoliubov. L'hamiltonien que je vous ai donné juste à l'instant, là, il n'est pas question de le résoudre exactement, hein, c'est trop compliqué, donc il faut faire des approximations, et c'est là qu'arrive Bogoliubov. Donc Bogoliubov, le voilà. Il a fait ça, il était très jeune, hein, son article est sorti en 1946, donc il avait 36-37 ans quand il a fait ce travail. Et l'article est vraiment remarquable. Enfin, moi, je l'ai relu pour ce cours, c'est un plaisir de le lire. Son travail repose sur deux hypothèses que Bogoliubov avait parfaitement formulées et qu'on retrouve dans pratiquement tous les ouvrages tels quels, donc je ne vais pas faire original là-dessus. La première hypothèse, c'est que le condensat peut être vu comme un champ classique. Donc le condensat, c'est donc l'assemblée d'atomes qui reste dans l'état fondamental de la boîte, dans l'état K égale 0. Et cette approximation, ça consiste donc à dire que, enfin, c'est fondé sur le fait qu'on suppose que cette population de l'état K égale 0 reste grande devant 1, et du coup, les opérateurs création A0 croix et A0
qui font sortir des racines de n0 plus 1 et des racines de n0 quand on les fait agir sur les états pertinents du système, eh bien en fait ces opérateurs prennent presque la même valeur. C'est-à-dire qu'on va négliger la différence entre racine de n0 plus 1 et racine de n0. En d'autres termes, on va négliger le fait que A0 et A0 croix ne commutent pas l'un avec l'autre. Normalement, le commutateur de A0 à A0 croix, ça vaut 1, mais là, on va prendre ce commutateur nul, ce qui revient à traiter ce condensat comme un champ classique. Bogoliubov, dans son article, dit qu'il s'inspire pour ça d'un argument qui avait été évoqué par Dirac. Et effectivement, Dirac lui a invoqué cet argument à propos du champ électromagnétique. Et effectivement, traiter un champ électromagnétique comme un champ classique, si vous voulez étudier la lumière émise par les lampes qui sont au-dessus de moi, là, vous n'allez pas vous amuser, en général, à écrire des opérateurs création et destruction de photons. Vous écrivez un champ de Maxwell classique et tout va bien. Là, c'est jamais rien d'autre que ça, ce que fait Bogoliubov à ce stade. Deuxième hypothèse de Bogoliubov, qui est en fait plus forte que la précédente, c'est de dire que non seulement la population de N0, de l'état K égale 0, est grande devant 1, mais elle est dominante, au sens où presque toutes les particules sont encore dans l'état 0. C'est-à-dire que n-n0, les particules en dehors du condensat, eh bien, sont très peu nombreuses, leur nombre est très petit devant n. Et donc ça permet de faire ce développement systématique en puissance de n-n0 sur n. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, c'est ça qui va nous amener à l'approximation quadratique pour l'hamiltonien. On part de l'hamiltonien exact, qui est écrit ici, énergie cinétique plus énergie d'interaction, et on va donc faire la chasse aux opérateurs AK et A croix K qui créent des particules en dehors du condensat. Et on va se limiter à un nombre 2 en ces particules. Alors, l'énergie cinétique, elle, reste inchangée, hein, c'est un produit de 2 opérateurs, donc on ne va pas y toucher. Ensuite, quand on regarde le terme d'interaction, donc, quels sont les termes les principaux? Le premier terme, c'est celui qui ne contient aucun AK ou A croix K en dehors du condensat. Donc c'est le terme où là, je prends 4 fois 0 pour K' plus Q, K seconde moins Q, K seconde et K'. À ce moment-là, c'est évidemment le plus grand terme, puisque le condensat, c'est ce qui est le plus peuplé. Et donc, quand je fais ça, eh bien, je sors naturellement un racine de n0 par opérateur, puisque je vous ai dit que je traitais ces opérateurs à 0 comme des nombres. Donc je les remplace chacun par racine de n0, j'en ai 4, donc ça me fait du n0 carré sur 2L cube, fois donc V tilde pris pour Q égale 0, donc cette intégrale de V de R sur tout l'espace. Terme suivant, il va avoir 3 opérateurs à 0 et à 0 croix, mais ça on peut se convaincre facilement qu'il n'y en a pas, parce que comment est-ce que je peux avoir 3 opérateurs nuls ici? Il faut que je prenne par exemple K' égale 0, K seconde égale 0 et K seconde moins Q égale 0, mais ça implique que Q est également nul, et du coup le quatrième est nul aussi, mais ça j'ai déjà pris en compte dans la première ligne. Donc je ne vais pas trouver 3 opérateurs ici correspondant à 0 et pas le quatrième, c'est simplement en fait la conservation de l'impulsion qui m'en empêche. Donc je n'ai pas de terme à 3 opérateurs. Ensuite, les termes à 2 opérateurs, eh bien là j'en ai différents types. On peut se dire, face à ça, on peut prendre un des opérateurs destruction égale à 0, par exemple à K seconde, je vais prendre K seconde égale 0 ici, et puis on peut prendre ici un autre dans les A croix égale à 0 aussi, donc je peux prendre K seconde moins Q égale 0, donc ça veut dire que K seconde est nul et que Q est nul, donc ça va me donner V0 tilde fois A croix K à K. Je peux dire que je prends K seconde égale 0 et K' plus Q égale 0, alors à ce moment-là vous trouvez que Q est égal à moins K', donc ça va sortir un V tilde de K A croix K à K. Et puis ensuite, je peux dire, je vais prendre K seconde et K' nul, les 2 opérateurs destruction ici correspondront à 0, et je vais garder que les 2 opérateurs création, donc ça va me donner du A croix K, A croix moins K, parce que K' plus Q et K seconde moins Q sont forcément opposés l'un de l'autre. Et puis je peux avoir à ce moment-là les 2 destructions non nulles, enfin non à 0, et puis les 2 créations égaux à 0, et ça me donne du AK A moins K. Voilà, donc on a 4 termes qui apparaissent, 4 structures de termes qui apparaissent quand on va à l'ordre 2. Les 2 premiers, c'est exactement ce que j'ai fait au tableau. C'est le terme de Hartree qui me dit simplement comment est-ce qu'une particule, un atome dans l'impulsion K va interagir avec un autre atome, lui, dans l'impulsion 0, et ça fait intervenir V tilde 0. Et le second, c'est V tilde de K, c'est le terme de Fock qui apparaît encore quand je regarde le problème de l'interaction d'un atome d'impulsion K, H bar K, et puis un atome du condensat K égale 0. Donc ces deux-là, aucun mystère, c'est ceux qu'on a vus au tableau il y a un instant.
Les deux autres, eh c'est ceux qui font toute la richesse de l'approximation de Bogoliubov, et ça correspond au petit diagramme que je vous avais dessiné tout à l'heure. Le premier, A croix K moins K, consiste à prendre deux particules du condensat, les faire agir sous l'effet de V tilde de K, et puis créer cette paire K moins K. Et l'autre, eh c'est l'hermétique conjuguée, c'est la destruction d'une paire, K moins K, qui réintègre le condensat pour donner 0, 0. Voilà, donc voilà l'hamiltonien quadratique sur lequel on va travailler. Alors, cet hamiltonien, je vous dis, c'est celui-là, c'est celui qu'on va travailler. Il faut faire attention de bien l'écrire de manière systématique par rapport à cet infiniment petit que j'ai appelé n-n0 sur n. Et pour l'instant, tel que je l'ai écrit, il y a un petit danger, c'est ce n0 carré ici. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir plus dans mon hamiltonien que des AK ou des A-K, ou alors du nombre total de particules. Mais là, j'ai encore des n0 qui traînent ici et là, et donc il faut que je fasse attention à voir si je peux remplacer n0 par n, sachant que n est proche de n0. Il est proche, mais pas complètement égal. N, c'est le nombre de particules totales, c'est n0 plus ce qui est en dehors du condensat. Donc ce que je vais écrire, n0 plus n'. Alors, commençons par ce terme-ci ici. Donc ce terme-ci, il est déjà d'ordre 2 vis-à-vis des AK et des A croix K. Donc le n0 qui est là, je peux le remplacer sans état d'âme par grand N, puisque si je prenais en compte la différence entre n et n0, c'est-à-dire les AK croix AK, ça me rajouterait des termes d'ordre suivant, ça ferait de l'ordre 4 en AK et en A croix K, et ça, je les ai éliminés de toute façon. Donc là, dans ce terme-ci, je peux remplacer n0 par n sans aucun souci. En revanche, pour lui, il faut que je fasse attention, parce que lui, c'est le terme dominant, donc il faut le traiter quand même, il ne faut pas faire une approximation trop brutale dessus. Et donc la bonne manière de procéder, c'est de remplacer le n0 ici par un n moins n', ça c'est exact, et développer le carré. Donc le terme dominant, ce sera n carré, lui c'est un nombre, donc je vais le garder sans difficulté. Et puis le terme suivant, ça va être le terme croisé n fois n', donc ce sera un terme d'ordre 2 en AK et en K, et c'est ce que j'ai écrit ici, moins n sur L cube, V0 tilde, fois la somme sur tous les cas, c'est cette somme-là, la somme sur tous les cas de A croix K à K. Et puis j'aurai un autre terme qui serait le n' carré, et le n' carré lui-même serait d'ordre 4, et lui je peux le négliger. Voilà, donc si je veux être bien rigoureux dans mes ordres, il faut que je garde celui-ci. Et quand vous regardez sa tête à celui-ci, vous voyez qu'en fait c'est n sur L cube, c'est la même chose que ce que je vais avoir là, puisque là j'ai n0 sur L cube, je remplace n0 par n, et puis j'ai du V0 tilde A croix K à K, donc c'est la même chose que le terme de Hartree qui est ici. Donc en fait, le terme de Hartree qui est là et celui-là vont s'éliminer. Et tout ce qui va rester, c'est la chose suivante. C'est d'une part le terme constant qui fait intervenir grand N, et puis ensuite cette somme sur les opérateurs AK et A croix K, avec, si on rajoute bien l'énergie cinétique, donc l'énergie cinétique epsilon K, le terme de Fock NV tilde K, le terme de Hartree a disparu, en fait il n'a pas vraiment disparu, simplement comme le terme de Hartree est le même, que tous mes atomes soient dans le condensat, ou qu'il y en ait un dans le condensat et un autre dans un état K non nul, eh bien, tous les termes de Hartree sont venus se regrouper dans le terme constant là, et je peux les oublier, enfin, ils seront faciles à traiter. Donc là, il me reste le terme de Fock, le NV tilde K, et puis cette chose-là, création de paire, K moins K. Alors, ici, j'ai regroupé par paire, donc j'ai mis ensemble la contribution de K et la contribution de moins K. C'est commode de raisonner par paire, parce que là, maintenant, donc, j'ai une somme d'hamiltoniens qui sont tous indépendants, c'est-à-dire que la paire K-K ne va pas l'hamiltonien va commuter avec la paire K' moins K', si K' est différent de K. Et donc, c'est une structure qui est bien agréable pour bien comprendre ce qui se passe dans la suite. Voilà, et donc le petit n que j'ai mis ici, je ne l'ai pas dit, mais c'est comme la semaine dernière, simplement la densité, c'était le grand n sur L cube qui figurait dans les expressions au-dessus. Voilà, et c'est donc avec cet hamiltonien-là qu'on va travailler. Alors la première chose que je voudrais décrire brièvement, mais on ne va pas y passer beaucoup de temps, c'est le terme constant qui est ici. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce terme constant ? Eh bien, le terme constant, donc, c'est n carré sur 2L cube V0 tilde, ou si j'introduis la densité, c'est 1,5 de petit n grand n V0 tilde. Et si maintenant je me rappelle ce que je disais tout au début sur le développement de borne, qu'à l'ordre 1 du développement de borne, eh bien V0 tilde, c'est rien d'autre que la constante de couplage petit g, 4pi h bar 2 a sur m, eh bien,
à l'ordre 1 en potentiel. Ce terme constant, là, c'est rien d'autre que 1,5 de petit g, petit n, grand N. Et ça, c'est donc une énergie de champ moyen de mon condensat en interaction. Vous pouvez le trouver directement, hein, ce n'était pas la peine de faire tout ce que j'ai fait pour arriver là, en calculant simplement l'effet à l'ordre 1 du potentiel V, prenant l'élément de matrice de V entre toutes mes particules dans K égale 0, à gauche et à droite. Et je vous rappelle ce qu'on avait vu la semaine dernière. Pour un gaz de Bose faiblement dégénéré, par le développement du viriel, on avait trouvé que l'énergie, c'était la même chose, petit g fois petit n grand N, à un facteur 2 près. Et je vous avais dit la semaine dernière que ce facteur 2, eh bien, c'était un facteur 2 dont l'origine était celle des termes Hanbury-Brown et Twiss en optique quantique. Et donc, je me raccroche à ce que j'ai fait la semaine dernière avec ça. Voilà. Donc le terme dominant, lui, il n'y a pas grand-chose à dire à ce stade. On reviendra dessus la semaine prochaine quand on étudiera les corrections de Li Wangyang. Intéressons-nous maintenant aux termes vraiment originaux, comme je le disais, qui sont ces termes qui sont des termes de création de paires ou de destruction de paires à partir du condensat. Donc c'est ce petit diagramme-là. A priori, c'est surprenant. Ce sont des termes qui ne conservent pas le nombre de particules, hein, puisque j'ai des termes qui apparaissent, qui font apparaître une paire de particules de rien, finalement, puisque j'ai traité le condensat comme un champ classique, ou qui font disparaître une particule dans rien, puisqu'elles partent dans un condensat qui encore une fois, est ce champ en racine de n0. Alors, bon, c'est effectivement, ça peut être surprenant à premier abord d'avoir un Hamiltonien qui ne conserve pas le nombre de particules, mais là encore, il ne faut pas trop s'inquiéter. Pour ceux qui viennent de l'optique, c'est quelque chose auquel les opticiens sont familiers. Si je prends l'analogie avec la conversion paramétrique en optique, eh bien en optique, ce qu'on fait souvent, c'est d'envoyer un certain faisceau laser pompe, on l'envoie dans un cristal non linéaire, typiquement une non-linéarité de type Ki2, et la non-linéarité génère des paires de photons corrélés, donc ce qu'on appelle le signal et Heidler en anglais. La pompe est généralement décrite par un champ classique, qui obéit aux équations de Maxwell habituelles, et on a donc un Hamiltonien qui ne conserve pas le nombre de photons, puisqu'on voit apparaître des paires de photons corrélés à partir d'un champ classique. C'est exactement la même chose ce qui se passe pour mes modes de Bogoliubov ici. La seule chose importante, c'est de vérifier que l'approximation de champ classique est valable, c'est-à-dire qu'on est dans un régime de ce que les opticiens appellent la pompe faiblement déplétée, c'est-à-dire que le nombre de paires que je vais créer ici n'est pas du même ordre que le nombre de photons que j'ai mis dans la pompe. Auquel cas, si je suis dans ce cas-là, évidemment, il faut que je fasse attention et que je prenne en compte le fait que la pompe est atténuée. Mais tant que le nombre de photons générés ici, ou que le nombre d'atomes que j'extrais du condensat pour mon problème de gaz quantique, tant que ce nombre est petit devant le nombre d'atomes dans le condensat ou le nombre de photons dans la pompe, eh bien, il n'y a pas de souci et cette approximation est valable. Alors, néanmoins, si vous n'aimez pas les approches qui ne conservent pas le nombre de particules, comme celle qu'a fait Bogoliubov et celle qu'on fait après lui, il y a des articles, il y a des auteurs qui ont développé des approches qui, elles, conservent bien le nombre de particules. Alors j'en cite plusieurs dans les notes. Un des grands partisans de ces approches qui conservent le nombre de particules, c'est Tony Leggett, qui a développé beaucoup de ces approches, à la fois dans ses articles de revue et dans ses livres. Là, je cite une des méthodes que Leggett propose pour retrouver exactement les mêmes résultats que l'approximation de Bogoliubov, mais avec un nombre de particules bien défini. Ça consiste à partir d'un gaz avec un nombre de particules qui est pair, en l'occurrence là, et de chercher l'état du gaz, l'état fondamental du gaz, par une méthode variationnelle. Et les fonctions d'essai pour cette méthode variationnelle consistent à créer des atomes par paire en partant du vide. Donc on va créer n sur 2 paires, et chaque paire va contenir en son sein ces corrélations K-K qui sont de toute façon présentes dans la physique. Qu'on adopte la méthode de Bogoliubov ou qu'on adopte une autre méthode, les corrélations K-K qui viennent de la conservation de l'impulsion, elles doivent être là. Et bien, ce que propose donc Tony Leggett, c'est de prendre ça comme création de paires, c'est A0 croix A0, donc je crée 2 atomes dans le condensat, ou alors je crée une paire K-K avec une amplitude C2K. Et le coefficient C2K qui est là, et donc inconnu, ça va être un paramètre variationnel. Donc je vais calculer l'énergie moyenne de mon système
en fonction des C2K, et ensuite on va faire varier les C2K pour minimiser l'énergie qu'on trouve. Et quand on fait ça, eh bien, on retombe sur le même état fondamental, enfin les mêmes énergies pour l'état fondamental que ce que propose Bogoliubov. Alors ceux qui sont intéressés par ce calcul-là, il est très détaillé, très bien exposé dans le tome 3 de mécanique quantique, sorti récemment par Claude Cohen-Tanucci, Bernard Du et Franck Laloy. Donc je vous renvoie à ce livre si vous voulez développer cette approche vraiment dans ces derniers recoins. Voilà. Bien. Bon, eh bien, donc là maintenant, on a notre Hamiltonien quadratique et on va s'intéresser donc à un des morceaux de cet Hamiltonien, une paire de modes particuliers, sachant qu'ensuite, eh bien, il suffira de sommer sur tous les modes, puisque mon Hamiltonien, je l'écris comme somme d'Hamiltoniens indépendants. Donc on va voir ensemble la transformation de canonique de Bogoliubov, probablement beaucoup d'entre vous ont déjà vu, mais j'aimerais insister ensuite sur la structure de l'état fondamental et vous expliquer comment on peut le voir comme un état comprimé du vide, là encore quelque chose qui est bien connu en optique quantique. Alors ce problème à deux modes, c'est un problème générique donc, de l'optique quantique ou de la matière condensée. On prend deux modes bosoniques ici, donc je vais les noter A1 croix A1 pour l'un des deux, A2 croix A2 pour l'autre. 1 c'est par exemple l'impulsion K, 2 c'est l'impulsion moins K, c'est ce que je ferai quand je voudrais me raccrocher ensuite à mon gaz quantique. Et je prends un Hamiltonien non perturbé que je vais écrire sous cette forme-là, H bar oméga 0, 1 croix 1 plus 1,5, plus H bar oméga 0, A2 croix A2 plus 1,5. Vous noterez que je mets ici le 1,5, l'énergie de point 0. C'est commode, vous allez voir que cette énergie de point 0, en quelque sorte, elle est conservée dans le problème, donc je préfère la mettre ici. Et si jamais vous ne voulez pas la mettre, c'est juste un déplacement des niveaux d'énergie. Il n'y a rien de bien mystérieux là-dedans. L'état fondamental de cet Hamiltonien non perturbé, donc ça consiste à ne pas exciter l'oscillateur 1, ne pas exciter l'oscillateur 2, et donc l'énergie du fondamental, c'est 1,5 de h bar oméga 0 plus 1,5 de h bar oméga 0, donc h bar oméga 0. Et puis ensuite, eh bien, il s'agit de les coupler, ces deux oscillateurs. Et ce que nous dit Bogoliubov, c'est donc que leur couplage, pour le problème qui nous intéresse, c'est un couplage qui implique une destruction et une création par paire, donc un couplage qui est du type h bar kappa, 1 croix A2 croix, plus A1 A2, avec un kappa qui est réel ici pour que l'hamiltonien soit bien hermitien. Et ce qu'on va chercher, donc, sachant qu'on a un hamiltonien quadratique, on sait qu'on est en droit de chercher ça, on va chercher une transformation canonique, c'est-à-dire une transformation qui consiste à introduire deux nouveaux opérateurs bosoniques, B1 croix B1 et B2 croix B2, qui vont se présenter comme des combinaisons linéaires des opérateurs A croix A que j'ai ici, donc A croix A1 et A2 croix A2, et cette transformation canonique doit, entre guillemets, diagonaliser l'hamiltonien. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai exprimé cet hamiltonien H0 plus V en termes des B1 croix B1 et B2 croix B2, eh bien cet hamiltonien doit être très simple, doit être du type H bar oméga 1 B1 croix B1, c'est-à-dire le nombre d'excitations du mode B1, plus H bar oméga 2 B2 croix B2, plus une constante. Et, condition importante, les fréquences oméga 1 et oméga 2 qui sortent ici doivent être positives. Sinon, si oméga 1 était strictement négatif, ou oméga 2 strictement négatif, ça voudrait dire que j'ai un système qui n'a pas d'état fondamental. Je peux aller vers des énergies moins l'infini en excitant de plus en plus ces modes. Ça, évidemment, ce serait non physique. Voilà. Donc ça, c'est le principe d'une transformation canonique. On se donne une combinaison linéaire, donc B1 par exemple, je dois l'écrire comme combinaison linéaire de ces quatre opérateurs-là, pareil pour B1 croix, etc. Et puis je dois regarder vers quoi j'arrive. Alors en fait, pour le problème qui nous intéresse ici, le problème de Bogoliubov, c'est-à-dire ce problème avec cet hamiltonien H0 écrit en haut à droite, là, et puis ce couplage V, A1 croix 1 plus A1 A2, c'est pas la peine d'écrire B1 comme combinaison linéaire des quatre opérateurs A1, A2, A2 croix 1 croix, A2 croix. Il suffit de prendre une combinaison linéaire de 1 et de A2 croix, avec des coefficients U et V. Même chose pour B2. B2 est combinaison linéaire de A2 et de A1 croix. Et ça, eh bien, on vérifie que ça suffit. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des combinaisons plus compliquées. Alors, première chose à vérifier avant de commencer les calculs, c'est de vérifier qu'on préserve bien les relations de commutation quand on fait ça. Cette préservation des relations de commutation, c'est pour ça qu'on les appelle canoniques, les transformations. Ça veut dire que les opérateurs B1 et B2 sont bien des opérateurs bosoniques. Donc, si je veux vérifier que B1, B1 croix est bien égal à 1, donc il faut vérifier que
le commutateur de ça avec son conjugué vaut bien 1, et ça, on voit tout de suite que ça implique que u carré moins v carré doit être égal à 1, les coefficients u et v étant là. Et donc ça veut dire qu'il doit exister un nombre lambda, tel que u s'écrit cosinus hyperbolique de lambda, et v s'écrit sinus hyperbolique de lambda. Même chose pour B2 et B2 croix. À ce moment-là, la condition s'écrit toujours u carré moins v carré égale 1. Donc si c'est vérifié pour B1, ce sera vérifié pour B2. Et par ailleurs, on peut vérifier que les modes B1 et B2 sont bien indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que B1 ici va commuter à la fois avec B2 et avec B2 croix. Et même chose pour B2. Donc je transforme bien mon problème de deux modes indépendants A1, A2 en un problème de deux modes indépendants B1, B2. Voilà. Alors ensuite, il n'y a plus qu'à tourner la manivelle. Donc là, je vous épargne les calculs. On peut vérifier qu'on remplit bien le cahier des charges qu'on s'est fixé, à savoir un Hamiltonien en B1 croix B1 et en B2 croix B2. Si on choisit le nombre lambda ici, c'est-à-dire si on choisit les coefficients U et V, tel que tangente hyperbolique de 2 lambda soit égale à kappa sur oméga 0. Voilà. Si vous prenez ça, je vous laisse le vérifier. Là c'est vraiment que de l'algèbre. Hein. On peut écrire l'Hamiltonien H sous cette forme-là. Et quand on fait ça, on voit donc apparaître une fréquence oméga, et cette fréquence oméga s'écrit comme racine de oméga 0 carré moins kappa 2, c'est-à-dire le carré de la fréquence qui apparaît dans H0 moins le carré de la fréquence qui apparaît dans le couplage V. Et là, bien, ce qu'on voit immédiatement, c'est donc que j'ai une condition pour que cette transformation canonique fonctionne, c'est qu'il faut que je choisisse un kappa ici qui ne soit pas trop grand. Le couplage ne doit pas être trop grand par rapport à l'hamiltonien de départ. Il faut que la valeur absolue de kappa peut être positif ou négatif, mais il faut que sa valeur absolue soit inférieure à oméga 0, sinon le problème devient singulier et ma transformation canonique ne fonctionne plus. Alors, quel spectre on trouve pour cet hamiltonien ? Donc je suis parti d'un hamiltonien donc, qui avait un spectre donc, en n plus 1 h bar oméga 0. Hein, je rappelle, c'est un hamiltonien à deux modes, donc chacun des deux modes avait 1,5 de h bar oméga 0 comme énergie de point 0 ici. Donc l'énergie nulle est ici, et le fondamental de l'hamiltonien non perturbé est là, h bar oméga 0 au-dessus de l'énergie nulle. Puis ensuite j'ai un premier état excité qui est en fait doublement dégénéré, puisque je peux exciter 1 ou 2, puis un deuxième état excité qui est triplement dégénéré, etc. C'est un oscillateur à deux dimensions. Hein. Et puis, quand je fais cette translation canonique ici, donc j'ai cette pulsation oméga qui apparaît, qui est réduite par rapport à la pulsation de départ, et je garde deux oscillateurs qui restent dégénérés. Ils ont tous les deux la même fréquence oméga. Mon fondamental est abaissé par rapport à l'hamiltonien de départ. J'ai toujours l'énergie de point 0 qui est là, mais cette fois-ci, c'est plus 1,5 de h bar oméga 0, c'est 1,5 de h bar oméga. Donc l'énergie de mon fondamental, c'est h bar oméga. Donc j'ai un abaissement de l'énergie du fondamental. J'insiste sur cet abaissement parce que cette énergie du fondamental, c'est ça qui sera plus tard l'énergie de Li Wang-Yang. Et pour les spécialistes dans la classe, ici, l'énergie du Wang-Yang, elle est positive. Donc en fait, l'énergie est montée. Donc il s'agira d'expliquer la prochaine fois comment est-ce qu'on fabrique une énergie positive en sommant des déplacements qui sont tous négatifs. Donc on le fera, hein, rassurez-vous, il n'y a pas d'entourloupe, mais bon, a priori, on s'attend à un abaissement d'énergie quand on fait ce traitement-là. Et là, je n'ai pas fait de faute dans mon calcul, je pense. Et on garde donc deux oscillateurs qui restent dégénérés. Hein. Donc l'état fondamental est non dégénéré, mais le premier état excité est 2 fois dégénéré, puis 3 fois dégénéré, etc. Voilà donc le spectre de mon hamiltonien. C'est peut-être pas inutile de comparer ça à un couplage d'oscillateurs auquel on est habitué. On voit tout le temps des couplages d'oscillateurs dans la nature. Hein. Si je prends deux pendules, et puis s'ils sont reliés par une barre de torsion qui est un petit peu flexible, eh bien, je vais coupler mes deux oscillateurs. Donc le problème qui se pose en général quand on prend des oscillateurs couplés, ce n'est pas exactement le problème de Bogoliubov, c'est le même hamiltonien H0 de départ, A1 croix 1 plus 1,5, A2 plus 1,5, je les prends à la même fréquence, mais le couplage naturel, si je puis dire, un couplage qui conserve le nombre d'excitations, c'est un couplage en A2, A1 croix, plus A1, A2 croix. Je diminue l'excitation de l'oscillateur 1 pour augmenter celle de 2, et vice-versa. Là encore, c'est un hamiltonien qui est quadratique. Je peux le diagonaliser par une transformation canonique. Dans ce cas-là, la transformation canonique, c'est d'introduire un B1 et un B2 qui sont les sommes et les différences des A1 et des A2. Et ça conduit
un Hamiltonien diagonal au sens que j'ai défini plus haut, qui est donc un B1 croix plus 1,5 et un B2 croix plus 1,5, avec des fréquences oméga 1 et oméga 2 qui, cette fois-ci, sont plus égales entre elles. Oméga 1, c'est la somme oméga 0, la fréquence de départ, plus kappa, le couplage, et oméga 2, c'est la différence oméga 0 moins kappa. Et donc, on a une structure de diagramme qui est très différente. Je partais toujours de la même chose ici, hein, un fondamental qui était h bar oméga 0 au-dessus de l'énergie nulle, et j'aboutis à quelque chose qui est un fondamental qui est toujours h bar oméga 0 au-dessus de l'énergie nulle. Donc là, l'énergie du fondamental n'est pas changée, le fondamental n'est pas modifié. Le fondamental ici, c'était de ne pas exciter l'oscillateur 1 et de ne pas exciter l'oscillateur 2. Puis là, le fondamental, c'est de ne pas exciter l'oscillateur 1 ni l'oscillateur 2, mais ça ne change rien, c'est le même état. Et au contraire, j'ai un clivage des fréquences, et donc le premier état excité, cette fois-ci, n'est plus dégénéré. Il se clive en deux sous-niveaux, un à h bar oméga 1 et l'autre à h bar oméga 2. Donc, dans le couplage de mode habituel, eh bien, on ne change pas le fondamental, et en revanche, les fréquences, elles, j'ai deux fréquences différentes. Donc les résultats sont très différents, bien que ce soit toujours un couplage quadratique que je mets dans le problème. Alors cet état fondamental, j'aimerais en dire un petit peu plus sur lui. Donc je répète ce qu'on a fait, hein. On est parti de H0 et de V. Voilà à quoi ressemble mon Hamiltonien après diagonalisation, B1 croix B1 plus B2 croix B2 plus 1, avec la fréquence oméga qui est écrite ici. Comment est-ce que je peux le caractériser, cet état fondamental ? Et ce que je veux dire par le caractériser, c'est le caractériser dans la base de mon Hamiltonien non perturbé H0 que j'avais au départ. Eh bien, cet Hamiltonien, par construction même, cet état fondamental, par construction même, je l'obtiens en mettant l'oscillateur B1 dans son état fondamental et l'oscillateur B2 dans son état fondamental. Donc, il est solution de B1 agissant sur psi vaut 0, je n'ai pas d'excitation 1, et B de psi égale 0. Donc, je vais décomposer ce psi que je cherche sur la base des états propres de 1 croix 1 plus A2 croix 2, c'est-à-dire les états dont les énergies sont représentées à gauche ici. Donc, je l'écris comme somme avec des coefficients C de N1, N2 de l'état N1 excitation de l'oscillateur 1 croix 1 et N2 excitation de l'oscillateur A2 croix 2. Et je cherche les coefficients C de N1, N2. Alors, on peut se convaincre, les calculs sont faits en détail dans les notes, hein, mais on peut se convaincre facilement que du fait de la symétrie entre les modes 1 et 2, eh bien, en fait, les seuls coefficients non nuls ici, ce seront les coefficients diagonaux, c'est-à-dire avec N1 égale N2. Et ça, c'est assez logique. C'est l'hamiltonien que j'ai ici, c'est une excitation où je vais créer des paires d'excitation. Hein. Je vais partir de mon état fondamental qui est ici, puis je vais créer une paire 1,2, puis une deuxième paire 1,2, etc. Donc les seules choses que je vais créer ici, quand je vais introduire mon couplage V, ce seront des termes avec N1 égale N2. Mais si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez le vérifier mathématiquement. Et puis ensuite, eh bien, l'idée, c'est d'écrire une relation de récurrence entre les coefficients C, N, N qui apparaissent. Donc ça, ce n'est pas bien compliqué. Hein. Je ne vais pas détailler le calcul, mais je vous donne sa structure simplement. Quand je vais faire agir B1 sur psi, je dois trouver 0. Et quand B1 agit sur psi, qu'est-ce que je trouve ? Eh bien, B1, c'est une combinaison linéaire de A1 et de A2 croix, avec les poids petit u et petit v que j'avais introduits tout à l'heure, les cosinus hyperboliques et les sinus hyperboliques. Donc, quand je fais agir U fois A1, A1, il va me diminuer l'excitation N1 de une unité. Il va faire passer le N1 ici à N1-1. Le A2 croix ici va augmenter N2 d'une unité. Il va faire passer de N2 à N2 plus 1, sachant que je suis parti de N1 égale N2. Donc finalement, dire que B1 psi vaut 0, ça va m'établir une relation entre le CNN et puis le Cn-1, N-1, avec un quotient U pour CNN et un quotient V pour Cn-1, N-1. Donc j'ai déduit que la suite des CNN, c'est une suite géométrique, de raison simplement le rapport moins U sur V, c'est-à-dire la tangente hyperbolique, puisque V c'est un sinus hyperbolique et U c'est un cosinus hyperbolique. Donc CNN va s'écrire en fonction de C00 comme moins V sur U à la puissance n, encore une fois une suite géométrique, de raison tangente de lambda. Et donc voilà à quoi ressemble cet état fondamental. Cet état fondamental psi, quand je l'exprime sur la base des états propres de départ, eh bien c'est simplement une somme sur tous les états nn avec des amplitudes moins tangente hyperbolique lambda puissance n. Puis la normalisation me donne un cosinus hyperbolique devant. Et ça, c'est un état qui est bien connu en optique, enfin en optique quantique, c'est ce qu'on appelle
un état comprimé du vide à deux modes, two modes Swiss vacuum state en anglais. C'est les états qui servent pour générer des paires de photons, des photons jumeaux, et c'est des états qui sont très utiles, parce que c'est des états qui sont, si vous faites une mesure sur un des bras ici, vous avez aussitôt une information sur ce qui peut se passer sur l'autre. Enfin bon, on peut, grâce à ces corrélations très fortes entre les modes, on peut comme ça faire des mesures extrêmement précises, bien en dessous du bruit quantique standard. Donc ces états comprimés du vide à deux modes en optique quantique sont des outils très utilisés. Et c'est eux qu'on retrouve donc, dans cette approximation de Bogoliubov. Une dernière chose que je voudrais dire pour caractériser cet état fondamental psi, c'est caractériser la distribution du nombre de paires n dans cet état-là. Donc là, c'est simplement du dénombrement, si vous voulez. Donc je vais la caractériser en regardant le nombre moyen de paires et puis sa variance, son écart type. Donc l'amplitude de probabilité d'être dans nn, c'est la tangente hyperbolique lambda à la puissance n. Donc la probabilité, c'est tangente lambda à la puissance 2n. Et donc le nombre moyen de paires, eh c'est la somme sur n de cette probabilité, avec un coefficient de normalisation qui est écrit en dessous. Donc quand vous faites le calcul, là c'est de la formule de trigonométrie, vous trouvez que ce nombre moyen de paires, c'est simplement le sinus hyperbolique lambda au carré, c'est-à-dire c'est ce que j'ai appelé V tout à l'heure, V carré, et vous pouvez le réexprimer. Alors là, quand on fait Bogoliubov, il y a toujours plein de petits jeux avec les tangentes hyperboliques, les sinus hyperboliques. Vous pouvez le réexprimer là en termes de la fréquence oméga, oméga 0 moins oméga sur 2 fois oméga. Et ce nombre moyen de paires, eh bien, vous pouvez le tracer ici, c'est ce que j'ai fait, en fonction de kappa sur oméga 0. Donc la force du couplage V divisée par la force de la multiplication de départ oméga 0. Alors quand kappa sur oméga 0 est nul, ici au centre, évidemment, rien ne se passe, je n'ai pas de terme de couplage, donc je n'ai pas de paire créée, mon état fondamental coïncide avec l'hamiltonien de H0, mais dès que je m'écarte, positivement ou négativement, eh bien, mon état fondamental commence à acquérir des paires, et il y aura de plus en plus de paires au fur et à mesure où je m'approcherai de la limite de stabilité. Alors vous vous rappelez, la limite de stabilité, c'était que kappa ne devait pas dépasser oméga 0, sinon cette racine serait la racine d'un nombre négatif, donc ça n'aurait pas de sens. Et effectivement, le nombre de paires créées dans l'état fondamental diverge quand kappa se rapproche d'oméga 0, ici ou là. Donc vous avez cette variation. Et puis évidemment, on n'a pas le droit d'aller dans les zones grisées ici. La variance se calcule également simplement, et vous trouvez que delta n2, c'est n bar fois 1 plus n bar, donc non moyen fois 1 plus n moyen. Cette variance vous rappelle peut-être quelque chose, c'est ce qu'on trouve quand on regarde la statistique d'occupation d'un mode bosonique dans un système à température non nulle. La loi de Bose-Einstein conduit, quand vous regardez comment sont distribués, comment un état quantique donné, un état d'une particule est peuplé à température T, eh bien vous trouvez que la variance est reliée au nombre moyen exactement par cette formule-là, n bar fois 1 plus n bar. Alors, à ce stade, c'est vraiment une analogie purement formelle, parce que là, moi, je n'ai pas de température dans mon système. L'état dont je suis parti, c'est un état pur, ce n'est pas un état thermique. Mais néanmoins, si vous voulez vous raccrocher les deux problèmes, ça peut être bien de garder cette analogie au moins en mémoire. Et donc, cette formule, elle se simplifie en particulier quand on est dans cette région-là, où le nombre n bar devient grand devant 1, quand je me rapproche de la limite de stabilité. Quand n bar vient grand devant 1, eh bien, le terme dominant, c'est le n bar carré là-dedans. Donc delta n2 est à peu près égal au carré de la valeur moyenne, ou si vous préférez, l'écart type delta n bar est de l'ordre de la valeur moyenne. Il y a vraiment de fortes fluctuations, très largement au-dessus du bruit de Poisson, pour ce nombre de paires dans l'état fondamental. On va le retrouver ça sur le plan expérimental dans un instant. Voilà. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on peut traiter l'hamiltonien de Bogoliubov avec une paire de modes K moins K donnée. Et à ce stade, j'aurais pu revenir tout de suite au problème multimode, c'est-à-dire le gaz quantique en général. En fait, je ne vais pas le faire, je vais plutôt vous montrer une illustration de ce modèle à deux modes, une illustration donc récente de ce modèle à deux modes qu'on a fait au laboratoire, et puis on fera le retour multimode, c'est promis, la semaine prochaine, dans tous ces détails. Donc cette illustration, elle va porter sur un gaz de particules de spin 1. Mais ce gaz de particules de spin 1, on ne va pas le prendre n'importe comment, on va le prendre à une approximation que je vais vous expliquer, qui est l'approximation du mode spatial unique. Et vous verrez que comme ça, on peut faire apparaître une dynamique dans le système, qui est une dynamique qui est purement de spin et qui est intéressante. C'est une dynamique qui est une dynamique à n corps, mais qui est purement réversible.
Alors, pour commencer, je suis obligé de faire un préliminaire, un détour pour vous expliquer comment est-ce qu'on décrit les interactions entre deux atomes de spin 1. J'ai pas mal décrit les interactions entre particules polarisées dans le cours de l'année dernière et puis on a revu cette année. Mais là, maintenant, je voudrais vous décrire comment est-ce qu'on traite les interactions quand le spin est un degré de liberté pertinent. Donc, on s'intéresse à des atomes de spin 1 et première chose que je peux dire, c'est que c'est pas anodin. Les atomes de spin 1, il y en a beaucoup dans la nature et surtout dans les laboratoires d'atomes froids. En fait, si vous prenez la colonne des alcalins du tableau périodique, en fait, la plupart ont comme état fondamental hyper fin, un spin 1, si vous prenez au moins les bosons. Si vous prenez le lithium 7, le sodium 23, le potassium 39 ou 41, le rubidium, tous ces atomes ont un spin 1 dans leur état fondamental hyper fin. Alors, je vais m'intéresser à une interaction qui finalement va s'écrire comme une interaction spin-spin, comme vous allez voir. Néanmoins, j'insiste bien sur le fait que là, à ce stade, je ne m'intéresse qu'à des interactions électrostatiques, c'est-à-dire des interactions de type van der Waals. Je ne prends pas ici d'interactions magnétiques. Les interactions magnétiques pourraient être présentes, en fait, elles sont présentes en toute rigueur, mais elles sont négligeables par rapport aux interactions électrostatiques que je vais décrire ici. Donc les interactions que je regarde ici, c'est des interactions de type van der Waals, comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Bien, j'ai donc deux atomes de spin 1 et je me demande comment est-ce qu'ils peuvent interagir ensemble. Alors, pour ça, je commence par regarder leur spin total. Donc, comme vous le savez probablement tous, quand j'additionne deux spins 1 en mécanique quantique, j'ai trois résultats possibles. Je peux trouver 0, 1 ou 2 pour le spin total. C'est ce que j'ai écrit ici. Et je peux calculer les états de spin correspondants. Alors ça, c'est l'algèbre des coefficients de Clebsch-Gordan. Là encore, je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Et quand vous regardez cette algèbre, eh bien, vous trouvez que l'état de spin 1 qui est écrit ici est antisymétrique dans l'échange 1,2, alors que les états de spin 0 et les états de spin 2 sont symétriques dans l'échange 1,2. Là, je vous demande de me croire sur parole. J'ai écrit les expressions dans les notes, donc vous pouvez les vérifier, mais c'est ce qu'on trouve quand on fait cette algèbre. Alors maintenant, il faut se souvenir qu'on regarde des interactions à basse température, donc des collisions qui sont essentiellement efficaces dans l'onde S, l'onde partielle de moment cinétique orbital L égale 0, c'est parce que toutes les autres ondes partielles, les ondes L égale 1, les ondes P, les ondes D, L égale 2, etc., ont une barrière centrifuge qui font que les atomes, parce qu'ils sont à basse température, n'arrivent pas à s'approcher l'un de l'autre suffisamment pour sentir vraiment le potentiel interatomique. Ils se réfléchissent sur la barrière centrifuge et ils repartent à l'infini. Donc les seules interactions qui sont vraiment significatives à basse température sont les interactions en onde S, donc qui correspondent à un état orbital symétrique. L'onde S, l'onde de moment cinétique nulle, correspond à un état orbital symétrique. Donc sachant que j'ai affaire à des bosons, que je m'intéresse à une interaction avec un état orbital symétrique, eh bien, il faut que je prenne aussi un état de spin symétrique pour que ma fonction globale soit symétrique. Ce qui veut dire que je ne vais pas avoir d'interaction dans le canal S égale 1. Donc lui ne va pas m'intéresser dans ce qui va suivre. Seuls les canaux S égale 0 ou S égale 2, pour lesquels l'état de spin est également symétrique, vont contribuer à l'interaction. Et donc, je vais traiter mon interaction pour le canal S égale 0. Je vais traiter mon interaction pour le canal S égale 2. Et ça me conduit à introduire donc des longueurs de diffusion ou des coefficients de couplage, si vous préférez, G0 et G2, pour le canal 0 et pour le canal 2. Et je mets ici le projecteur P0 sur le canal 0 et P2 sur le canal 2. Je prends ici une interaction de contact pour me simplifier la vie, delta de R1 moins R2. Là encore, cette interaction de contact, il faut faire attention, elle devrait être régularisée. Ça, je réserve ça pour le cours de la semaine prochaine, donc pour l'instant, on ne se complique pas la vie, on prend l'interaction de contact et on ferme les yeux sur les singularités qui pourraient apparaître. Alors, cette interaction telle que je l'ai écrite là, avec G0 fois projecteur P0 plus G2 fois projecteur sur les L égale 2, S égale 2, c'est bien. C'est plus commode de le réécrire en termes d'interaction effective spin-spin, donc ce qu'on appelle interaction effective magnétique. Et ça, c'est très simple, c'est juste un réarrangement des termes. C'est fondé sur la remarque algébrique suivante, c'est que le produit scalaire S1 scalaire S2, je peux toujours l'exprimer en fonction des carrés des moments cinétiques. Moment cinétique total S carré moins S1 carré moins S2 carré, avec un facteur 1,5 devant. Et cette chose-là, eh bien, dans le canal S égale 0, ça vaut moins 2,
c'est 1,5 de S carré moins 2, donc ça vaut moins 2 dans le canal S égale 0, et ça vaut plus 1 dans le canal S égale 2. Donc G0 fois P0 plus G2 fois P2, je peux le réécrire de manière complètement équivalente sous la forme G bar fois l'identité plus GS fois S1 scalaire S2. G bar, c'est donc quelque chose qui va être indépendant du spin, et quand vous réécrivez donc, ce qui est écrit en haut à droite ici, en utilisant cette représentation en moins 2 et plus 1 pour les deux canaux ici, G bar, vous trouvez que c'est la moyenne de G0 et G2 avec des poids 1 tiers et 2 tiers. C'est donc une interaction scalaire qui est indépendante de l'état de spin. Et puis GS, au contraire, qui est en fait le terme qui va nous intéresser dans la suite, eh bien, lui fait intervenir la différence des interactions entre G2 et G0 avec un coefficient 1 tiers. Et c'est donc une interaction effective spin-spin qui apparaît. Cette interaction, elle n'a pas de signe bien déterminé, ça dépend des atomes que vous allez prendre. Si vous prenez par exemple le rubidium, eh bien, GS est négatif, et on dit qu'on a affaire à des interactions ferromagnétiques. Pourquoi ferromagnétiques ? Eh bien, puisque comme GS est négatif, je vais abaisser l'énergie en mettant mes deux spins parallèles, donc ça favorisera des configurations ferromagnétiques, c'est-à-dire avec tous les spins alignés. En revanche, si vous prenez le sodium 23, et ce sera le cas de ce que je vais vous décrire dans la suite, eh bien on trouve que GS est positif, et donc les interactions sont antiferromagnétiques, puisque j'ai intérêt, avec mes deux atomes, à les mettre avec des spins tête bêche comme ça, pour abaisser l'énergie, faire un S1 scalaire S2 qui est lui-même négatif. Voilà, les valeurs numériques, eh bien, je vous les donne pour le sodium, puisque c'est ça qui va nous intéresser par la suite. Pour A bar, donc, qui est associé à G bar, ça vaut 2,8 nanomètres. AS est beaucoup plus petit, parce que G2 et G0 sont très voisins dans le sodium, oui, ça vaut simplement 0,1 nanomètre. Et néanmoins, c'est lui qui va nous servir, comme vous allez le voir dans un instant. Voilà, donc après ce détour sur la manière de décrire des interactions entre atomes de spin 1, je reviens à mon problème de faire interagir ces atomes et de voir sortir quelque chose qui ressemble à un Hamiltonien Bogoliubov. Pour ça, donc, on va mettre nos atomes dans un piège qui est un piège fort, de telle sorte qu'on va complètement geler les degrés de liberté orbitaux. Alors ce piège, c'est un piège dipolaire croisé, donc vous prenez deux faisceaux lumineux que vous croisez ici au centre d'une enceinte à vide. Donc là, ce sont des faisceaux qui sont désaccordés sur le rouge de la transition atomique. Donc les atomes cherchent à aller là où il y a beaucoup de lumière. Donc les atomes cherchent à s'accumuler au centre, là où les deux faisceaux laser se croisent. La photo que vous voyez là, c'est une photo qui a été prise avec non seulement les lasers de piégeage allumés, mais également des faisceaux de mélasse optique allumés. Et ce qu'on voit, en fait, c'est la lumière que les atomes émettent quand ils sont éclairés par les faisceaux de mélasse optique qui sont proches de résonance. Après, quand on veut vraiment faire l'expérience, on éteint les faisceaux de mélasse, donc il n'y a plus de lumière émise. Ce piège, on peut en bonne approximation le considérer comme isotrope. Ce n'est pas essentiel pour ce que je vais dire, ça va simplement simplifier un petit peu mes écritures, mes notations. Mais en tout état de cause, les trois fréquences propres dans le piège ici sont très voisines les unes des autres. Et je vais donc supposer que ce piège est suffisamment raide pour que l'énergie d'interaction par atome soit petite devant H bar oméga, donc l'écart entre les différents niveaux à une particule dans le piège. Ça veut dire qu'essentiellement mes n atomes vont se mettre dans l'état fondamental du piège, ici, dans la gaussienne qui correspond à cet état fondamental de ce piège harmonique, et je pourrais négliger la population du premier état excité, qui est à 5,5 de H bar oméga, du deuxième, etc. Donc je vais geler complètement la dynamique orbitale. Mes atomes auront tous la même fonction d'onde, qui est la brave gaussienne là, de l'état fondamental à une particule, et rien ne va se passer sur ce degré de liberté-là. Le seul degré de liberté qui va rester, c'est le degré de liberté de spin. Mes atomes ont un spin 1, donc ils peuvent être, quand je vais prendre un axe de quantification, dans l'état plus 1, 0 ou moins 1. Et c'est ce degré de liberté-là auquel je vais m'intéresser maintenant. Donc, je suis dans l'approximation qu'on appelle SMA en anglais, Single Mode Approximation, mode spatial gelé, voilà. Et donc, je m'intéresse à ce degré de liberté de spin maintenant, puisque c'est le seul qui va pouvoir évoluer dans mon système. Donc, je reviens à son expression, cette interaction de contact en delta de R1 moins R2 pour la partie orbitale, et puis pour la partie spin, ce terme scalaire, qui est le même pour tout état de spin, G bar, plus ce terme qui fait intervenir le produit scalaire S1 scalaire S2. Et je vais donc évaluer ce terme d'interaction pour l'état orbital psi0 à la puissance n. Psi0, c'est la gaussienne ici, et je le prends à la puissance n puisque je mets les n atomes dans l'état psi0. Donc il faut simplement que je prenne l'élément de matrice de cet opérateur d'interaction,
vis-à-vis de la partie orbitale, que je mette ψ0 à la puissance n à gauche et puis ψ0 à la puissance n à droite. Le terme qui est là, qui est le même pour tout l'état de spin, ça va me donner un terme constant. Et donc, ça va être un déplacement de l'énergie de mon fondamental, mais sans conséquence sur la dynamique. Donc lui, je vais l'oublier. Le terme intéressant, c'est lui. C'est le terme qui fait intervenir le S1 scalaire S2. Donc là, maintenant, j'ai n spins, donc j'ai une somme sur tous les spins, toutes les paires de spins IJ, donc somme sur I, somme sur J différent de I, de SI scalaire SJ. Et puis, je vais donc avoir ψ0 de R1, ψ0 de R2, ψ0 de R3 à gauche, la même chose à droite que je dois moyenner. Et donc là, si je prends une paire de spins donnée, 1, 2 par exemple, eh bien, ce que je vais voir apparaître, c'est donc l'intégrale de ψ0 de R1, ψ0 de R2 à gauche, ψ0 de R1, ψ0 de R2 à droite, donc ψ0 de R à la puissance 4, puisque j'ai le delta de R1 moins R2 qui intervient ici, ψ0 de R à la puissance 4 fois GS. Et j'ai donc un Hamiltonien qui ne porte que sur les spins, CSI scalaire SJ, et puis ce préfacteur qui est donc la moyenne de GS fois cette moyenne orbitale de ψ0 à la puissance 4. Voilà. Donc on a un système qui est ce système-là. Interaction de spin 2 à 2. Alors, comment est-ce que mes spins vont pouvoir interagir ? Donc, comme je le disais, je peux mettre un champ magnétique pour bien définir mes différents sous-niveaux pour mon spin. Donc, un spin I ici peut être dans 3 états différents. Le spin J peut être dans 3 états différents ici. Donc, j'ai a priori 9 configurations possibles. Et dans les 9, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment intéressantes, du point de vue de la dynamique toujours. Par exemple, si je prends le spin 1 dans l'état m égale plus 1 et le spin 2 dans l'état m égale plus 1, l'interaction SI scalaire SJ, c'est un scalaire. Donc elle conserve le spin total, et en particulier, elle conserve la projection du spin total sur l'axe Z. Donc si je pars d'une configuration avec plus 1 ici et plus 1 là, eh bien l'état de sortie, ce sera plus 1, plus 1. Rien ne se sera passé d'un point de vue collectif. J'aurais maintenu mon assemblée de spins dans l'état où elle était initialement. Même chose si je prends plus 1 et 0. Si je prends celui-là dans plus 1 et celui-là dans 0, eh bien, je vais conserver la projection, comme je dis, du spin total sur l'axe Z. Donc elle vaut plus 1 au départ, cette projection, j'additionne 1 et 0, et en sortie, ça vaudra toujours plus 1 et 0. Peut-être que j'aurai eu un échange, que ce sera celui-là qui sera passé dans 0 et celui-là dans plus 1, mais du point de vue de l'assemblée, ce sera toujours la même chose. La seule chose vraiment intéressante, c'est de prendre 2 atomes initialement dans l'état 0, ici, et de fabriquer une paire plus 1, moins 1. Parce que là, ça change la composition de mon mélange. C'est la seule réaction, si vous voulez, au niveau des spins, qui est une réaction qui vraiment crée de la dynamique. Et là, eh bien, donc, ce que je suis en train de faire, si je suppose qu'au départ j'ai mis tous mes atomes dans l'état m égale 0, eh bien, je suis en train donc de créer des paires plus 1, moins 1 à partir d'un réservoir dans m égale 0. Et là, vous voyez que je retombe exactement sur l'ingrédient principal de Bogoliubov. J'ai un Hamiltonien qui va prendre des particules qui sont dans le même état et les créer par paire dans 2 états différents, plus 1, moins 1. Et puis évidemment, le processus inverse est tout à fait possible aussi. Donc on est en terrain familier ici, et on va pouvoir appliquer notre formalisme de Bogoliubov. Donc on va effectivement s'intéresser à une situation où les atomes occupent majoritairement l'état m égale 0, et donc quand on écrit l'hamiltonien de spin, donc là encore il y a une étape mathématique qui n'est pas facile, enfin bon, c'est faisable bien sûr, c'est fait dans les notes, mais je ne vais pas le faire au tableau. En supposant donc que l'état m égale 0 est majoritairement peuplé, en traitant donc la population de cet état m égale 0 comme un champ classique, eh bien, on peut écrire l'interaction spin-spin, le S1 scalaire S2 que je vous avais écrit tout à l'heure, on peut l'écrire en termes d'opérateur création et annihilation de particules de l'état plus 1 et moins 1 sous cette forme-là. Donc vous avez un premier terme qui est simplement compte le nombre de particules dans l'état plus 1, accroît plus 1 à plus 1, et qui compte le nombre de particules dans l'état moins 1. C'est l'équivalent des termes de Fock que j'avais tout à l'heure dans mon Bogoliubov. Et puis ensuite, vous avez le terme qui est vraiment le terme intéressant, comme pour Bogoliubov, le terme qui crée une paire plus 1 moins 1 et le terme qui détruit une paire plus 1 moins 1. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ces 2 termes sortent avec le même coefficient US ici et là. Voilà. Donc ça, c'est l'effet des interactions. On est en terrain familier, comme je disais. Il manque un ingrédient à ce stade, c'est le champ magnétique. Je ne l'ai pas encore mis, mais il est bien présent, puisque c'est lui qui m'a servi à lever la dégénérescence en ce 3 états-là. Donc il faut que je rajoute le champ magnétique à mon Hamiltonien, et après je pourrai commencer à faire de la physique avec ça.
Alors ce champ magnétique, dans les expériences, il n'est pas très grand, hein, il est de l'ordre du Gauss au maximum. Donc on peut le calculer simplement en se limitant à l'ordre 2 en champ magnétique, c'est-à-dire en regardant l'effet Zeeman linéaire et l'effet Zeeman quadratique, ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Donc commençons par le terme principal, l'effet Zeeman linéaire. L'effet Zeeman linéaire, qu'est-ce qu'il fait? Il lève donc la dégénérescence entre 0, plus 1 et moins 1, et il la lève d'une manière simple. Si j'ai un certain moment magnétique mu, eh bien, je peux l'écrire ici, il me donne un delta E qui vaut plus mu B ici, c'est-à-dire qu'il monte l'état plus 1 de mu B et il baisse l'état moins 1 de mu B. Ça veut dire que l'énergie d'une paire plus 1 moins 1 ici est la même que l'énergie de la paire dont je pars, 0, 0, puisque les déplacements sont symétriques par rapport à 0. En fait, ça veut dire que ça ne va pas avoir d'influence sur la dynamique de paire, cet effet Zeeman linéaire, puisque l'état d'arrivée a la même énergie que l'état initial. Cette énergie est non nulle, mais elle est la même dans les deux cas, donc je peux toujours l'éliminer. En fait, plus précisément, si on veut faire les choses proprement, c'est une translation unitaire qui permet d'éliminer complètement l'effet Zeeman linéaire. Donc l'effet Zeeman linéaire, il est bien présent, mais il ne va pas jouer le rôle dans la dynamique. En revanche, l'effet Zeeman quadratique, lui, il est intéressant. Parce que l'effet Zeeman quadratique, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient différencier l'écart entre 0 plus 1 et l'écart entre moins 1 et 0. L'écart entre 0 et plus 1 vaut delta E plus Q, où Q est proportionnel au carré du champ magnétique, puisque c'est l'effet Zeeman quadratique, et l'écart entre moins 1 et 0, c'est delta E moins Q, donc cet écart est réduit. Et ça a pour effet d'augmenter l'énergie d'une paire plus 1 moins 1, d'une quantité 2Q, par rapport à l'énergie de départ de la paire 0, 0. Donc l'hamiltonien Zeeman, si je me limite à l'effet Zeeman linéaire plus quadratique, eh bien c'est simplement Q fois la somme du nombre d'atomes dans l'état plus 1 et du nombre d'atomes dans l'état moins 1. A croix plus 1, A plus 1, plus A croix moins 1, A moins 1. Et voilà, donc là maintenant j'ai tous mes ingrédients pour retrouver l'hamiltonien de Bogoliubov. Donc je vous les rappelle, ces ingrédients, hein, j'ai une interaction effective spin-spin, caractérisée par US, après avoir fait l'approximation du mode spatial unique. J'ai mon effet Zeeman quadratique Q, et j'ai cet état m égale 0 où j'ai supposé majoritairement peuplé et traité comme un champ classique. Et l'hamiltonien, à ce moment-là, il vaut Q plus US, là j'ai ajouté l'effet Zeeman quadratique à ce que j'avais tout à l'heure, donc Q plus US fois le nombre de particules en état plus 1 plus le nombre de particules en état moins 1, et ce couplage par paire, US plus 1 moins 1 plus 1 moins 1. Ça, c'est ce que j'avais appelé tout à l'heure H bar oméga 0, ça c'est ce que j'avais appelé H bar kappa. Et donc il n'y a plus maintenant qu'à faire un dictionnaire entre ce que j'avais fait tout à l'heure et ce qu'on a maintenant. Le problème de la stabilité que j'avais posé tout à l'heure en disant que kappa devait toujours être inférieur, kappa en valeur absolue devait toujours être inférieur à oméga 0, là, il ne se pose pas, le problème ne se pose pas pour le sodium, puisque Q et US sont tous les deux positifs, donc US, H bar kappa est toujours inférieur ou égal à Q plus US, ils seront égaux si Q est strictement nul, donc la condition kappa inférieure à oméga 0 est bien satisfaite. Et la fréquence du système, donc quand je vais faire ma transformation canonique, eh bien, je la connais, ça va être le carré de H bar oméga 0 moins le carré de H bar kappa, donc ça va être Q plus US au carré moins US au carré, et ça si je développe ce binôme, là j'obtiens donc racine de Q fois Q plus 2 US. Voilà. Donc comment est-ce qu'on étudie ça? Eh bien, comme j'ai dit, on part d'atomes de sodium. Dans les expériences que je vais vous décrire, il y en a typiquement quelques milliers. La fréquence du piège, c'est de l'ordre de quelques kilohertz, ce qui est relativement élevé. Hein, ça permet de garantir qu'une fois qu'on a vraiment bien refroidi ces particules, eh bien, les particules sont dans l'état fondamental de ce piège. La température ne peuple pas vraiment les états excités. Ce refroidissement, il se fait comme toujours par une combinaison de refroidissement par laser et par évaporation. L'interaction effective spin-spin, ce coefficient US, est de l'ordre de la vingtaine de Hertz dans l'expérience. Et initialement, donc, on part avec un champ magnétique de l'ordre du Gauss, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, ce qui correspond pour le sodium à un effet Zeeman quadratique de l'ordre de quelques centaines de Hertz, 300 Hertz. Donc initialement, le champ magnétique d'effet Zeeman quadratique Q est très grand devant l'interaction spin-spin, 20 Hertz, donc il y a plus qu'un facteur 10 entre les deux. Et donc dans mon hamiltonien qui est écrit tout là-haut, eh bien, le terme en US, je peux le négliger. La seule chose qui compte, c'est Q fois n plus 1 plus n moins 1. Donc
l'énergie des paires plus 1 moins 1 est beaucoup augmentée par rapport à l'énergie de m égale 0. Donc les atomes s'accumulent dans l'état m égale 0. Donc si j'ai le champ du Gauss, tous mes atomes sont dans m égale 0, c'est l'hypothèse donc, que j'avais au départ. Et puis ensuite, on va abaisser brusquement le champ magnétique de manière à atteindre un Q qui est plus petit que US, nettement plus petit en fait, et on va étudier la dynamique induite. C'est-à-dire que brutalement, ce terme-là, création de paires, va devenir pertinent, et on va étudier ce qui se passe. Et pour étudier ce qui se passe, eh bien, on va le faire en comptant le nombre d'atomes dans l'état plus 1, le nombre d'atomes dans l'état 0, le nombre d'atomes dans l'état moins 1. Et je dirais l'originalité de l'expérience que je vais vous décrire, c'est qu'on a été capable de compter les nombres d'atomes à l'unité près. Pour ça, ce qu'on fait, c'est que, partant du piège qui est ici, eh bien, on coupe le piège, on procède à une expérience de Stirling-Gerlach, donc on branche un gradient de champ magnétique, les atomes plus 1, 0, moins 1 vont se séparer en évoluant dans le gradient de champ magnétique, et quand ils se seront suffisamment séparés, on rebranche des faisceaux de mélasse optique et on va capturer la lumière de fluorescence émise par les atomes pendant une phase de mélasse optique qui dure quelques millisecondes. Et vous avez ici une image typique qui est prise, donc les atomes diffusent dans la mélasse optique, ils diffusent de manière pas très simple, hein, c'est pour ça que les tâches sont un peu spéciales, mais cette tâche-là correspond à m égale moins 1, cette tâche-là correspond à m égale 0, cette tâche-là à m égale plus 1. On va compter donc le nombre de photons détectés dans les trois tâches. Il ne faut pas laisser la mélasse branchée trop longtemps, sinon les tâches se recouvrent, et à ce moment-là, on ne sait plus compter les trois populations de manière indépendante, mais là, on prend soin donc de bien calibrer la durée de la mélasse optique. Et avec ça, eh bien, on a une précision de l'ordre de l'atome unique. En fait, c'est 1,2, 1,3 atomes, la précision du comptage ici et là. Donc c'est ça, je dirais, l'originalité de cette expérience par rapport à d'autres qui avaient été menées avant sur les gaz spineurs. Voilà, donc voilà un résultat typique. Donc l'expérience, on l'amène comme j'ai dit, on part d'un grand champ magnétique Q, Feynman quadratique, grand devant l'énergie d'interaction, Q grand devant US, au temps négatif. À t égale 0, on abaisse brusquement le champ magnétique et on regarde ce qui se passe. Donc initialement, tous les atomes sont dans l'état m égale 0. Et ensuite, on va compter le nombre d'atomes dans plus 1, le nombre d'atomes dans moins 1. On va prendre la somme et diviser par 2. Donc on va appeler ça le nombre de paires. On vérifiera dans un instant que la création est bien par paire. Et on voit donc la chose suivante. Donc au départ, il n'y a pas d'atomes dans plus 1 ni dans moins 1. Et puis on voit ce nombre augmenter, puis diminuer, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une dynamique réversible à n-core. On voit les atomes à m égale 0, le condensat d'atomes à m égale 0 qui crée des particules en plus 1, moins 1. Et puis, ces particules sont réabsorbées quasiment intégralement dans le condensat m égale 0, puis réémises, puis réabsorbées, etc. Donc c'est une dynamique réversible, non triviale. Hein. C'est un effet à n particules, ici, à 5000 particules. Le nombre, ici, monte jusqu'à quelques dizaines. Donc les points bleus, ici, ce sont en fait la valeur moyenne du nombre de paires, définie ainsi. Les points rouges, ce sont les écarts-types delta NP. Et vous trouvez que l'écart-type est égal au nombre de paires ici. Ça, c'est caractéristique de l'état comprimé à deux modes que je signalais tout à l'heure, écart-type du même ordre que le nombre moyen, dès que le nombre moyen dépasse l'unité. Bon, ben, c'est bien ce qu'on trouve ici. Je vais justifier tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on a bien affaire à un état comprimé du vide. Avant ça, je vous montre que les atomes sont effectivement bien créés par... Enfin, les atomes, oui, c'est ça, les atomes plus 1, moins 1 sont bien créés par paire. Pour ça, ici, je trace ce qu'on a appelé SZ. SZ, c'est simplement la magnétisation, si vous voulez, c'est le nombre d'atomes dans l'état plus 1 moins le nombre d'atomes dans l'état moins 1. Ce nombre SZ vaut bien 0. Vous regardez l'échelle ici. Hein, ici, c'est 0, 2, 4. Donc ici, c'est 2 atomes. Ici, c'est 4 atomes. Bon, ben, le nombre SZ vaut bien 0 à 1 atome près. Et l'écart-type de SZ, qui caractérise donc le bruit sur SZ, eh bien là, il est de l'ordre de 2. Et il est de l'ordre de 2, ben ça correspond au bruit de l'ordre de 1,2, 1,3 atomes par comptage. Comme là, on compte n plus 1 moins n moins 1, ben ça multiplie le bruit par racine de 2 et on trouve donc un bruit de l'ordre de 2 qui est compatible, encore une fois, avec la limite de détectivité. Donc, on vérifie là-dessus que la création se fait bien par paire et par paire uniquement. Alors, comment est-ce que cette chose-là se connecte à la théorie? Incidemment, la théorie, elle est écrite ici, hein, donc l'accord théorie-expérience est bon. Comment est-ce que cette chose-là, ces résultats expérimentaux-là, se connectent avec la théorie? Alors, la théorie, on peut la faire de deux manières. On peut la faire en point de vue de Schrödinger, c'est-à-dire calculer l'état psi de t.
Et on peut montrer que cet psi de t est à chaque instant un état comprimé du vide à deux modes. On l'a vérifié en vérifiant que la variance, enfin que l'écart type était bien égal au nombre moyen, mais enfin, plus précisément, c'est vraiment un état comprimé du vide à chaque instant. On peut le faire également au point de vue de Heisenberg, ce traitement théorique. Et en fait, le point de vue de Heisenberg est finalement plus simple que le point de vue de Schrödinger qui est ici. Pourquoi est-ce qu'il est simple, le point de vue de Heisenberg? Eh bien, là encore, parce que j'ai un Hamiltonien quadratique. Le point de vue de Heisenberg, je vous rappelle ce que c'est. Ça consiste à regarder l'évolution des opérateurs. Donc, par exemple, l'opérateur destruction d'une particule dans l'état m égale plus 1. Et l'évolution de la dérivée par rapport au temps de a plus 1, ça fait intervenir le commutateur de a plus 1 avec l'hamiltonien. Mais si l'hamiltonien est quadratique, eh bien, je sais que le commutateur de a plus 1 avec l'hamiltonien, ce sera une somme d'opérateurs, simplement, ce sera linéaire vis-à-vis des a et des a croix. C'est ce que j'ai écrit ici, c'est dA plus 1 sur dt, avec un IH bar devant, c'est une combinaison linéaire de a plus 1 et de a moins 1 croix. Même chose pour la dérivée de a moins 1 croix, c'est une combinaison linéaire de a moins 1 croix et de a plus 1. Donc, en point de vue de Heisenberg, la dynamique est très simple à étudier puisqu'on a affaire à des équations différentielles linéaires couplées d'opérateurs, et donc ça se résout très simplement et analytiquement, quoi. Et comme ça, on peut trouver le nombre de paires moyens. On trouve que c'est donc le nombre de paires moyens à l'instant t. Ça oscille effectivement en sinus carré oméga t. C'était la courbe noire qui était tracée ici. Voilà, donc cette prédiction théorique là, c'est ce qu'on a tracé là. Et la fréquence à laquelle ça oscille, eh c'est la pulsation oméga avec laquelle qu'on avait trouvé tout à l'heure, correspondant à Hamiltonien pour la valeur finale de petit q, q fois q plus 2 us. Et on peut vérifier que la variation de cette fréquence mesurée avec le paramètre q, c'est-à-dire l'effet Zeeman quadratique, est bien la bonne. Là, on s'est mis dans toutes ces expériences dans le régime où l'effet Zeeman quadratique est petit devant us, c'est-à-dire que le terme de création de paires est grand. Et donc à ce moment-là, on attend une variation de h bar oméga comme racine de q fois us. Et effectivement, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, q varie sur à peu près 2 ordres de grandeur, là, alors que oméga varie sur 1 ordre de grandeur. On a une très bon accord théorie-expérience en ce qui concerne donc la mesure d'oméga et également donc l'évolution du nombre de paires. Voilà. Donc, je vous ai montré ça pour vous montrer qu'au niveau donc, de l'hamiltonien de paires unique, eh bien, on pouvait, avec ces gaz d'atomes froids, bien reproduire toute cette algèbre sur le plan expérimental. Alors, je fais un bilan maintenant. Où est-ce qu'on en est? Donc, je vais me raccrocher au problème du gaz de Bose. Donc maintenant, on revient au problème multimode. Donc ce qu'on a fait pour l'instant, ce qu'on a pour l'instant à notre disposition, c'est avec notre développement systématique en puissance de n-n0 sur n, on a donc cet Hamiltonien quadratique vis-à-vis des AK et des AK croix, avec cette somme de paires, donc somme d'Hamiltoniens indépendants qui portent chacun sur une paire plus k moins k. Pour chaque paire, on a su diagonaliser l'Hamiltonien par une translation canonique, donc je ne reviens pas là-dessus. On a montré que le fondamental en particulier était ABC de la quantité h bar oméga moins oméga 0, et on a su trouver le moyen de paires dans l'état fondamental, c'est-à-dire que chaque Hamiltonien ici va aller extraire des atomes du condensat pour les porter dans des états excités, avec donc ce nombre moyen de paires qui est écrit ici. Et donc ce qui nous reste à faire maintenant, eh bien, c'est sommer les résultats obtenus pour chaque paire sur l'ensemble des paires possibles, et on en a une infinité. Donc la première question qui va se poser, c'est est-ce que les sommes vont être convergentes? Ce n'est pas gagné d'avance, même si pour chaque paire, il n'y avait aucune difficulté, comme on l'a vu, eh bien peut-être que les sommes sur K ne vont pas avoir le bon goût de converger. Et effectivement, ce type de divergence peut apparaître, on le verra. Ensuite, une question qui va se poser pour l'énergie, c'est quelle est l'énergie du fondamental du gaz de Bose d'interaction faible? Est-ce que je peux l'écrire uniquement en fonction de la longueur de diffusion? Quel est son signe? Je vous ai dit que chaque paire a baissé l'énergie, mais enfin bon, on verra que l'énergie de Lee Wang-Yang est positive. Donc comment est-ce qu'on arrive à une énergie positive en sommant des choses négatives? Ça, c'est ce qu'on va nous occuper en partie la semaine prochaine. Et puis ensuite, sur le nombre de paires, donc, une question sera quel est le nombre total de paires en dehors de l'état K égale 0? Puisque chacun des Hamiltoniens de paires prélève des atomes du condensat pour les porter dans des états excités. Si chaque paire fait ça, effectivement, est-ce que le nombre total que j'extrais n'est pas trop grand? Est-ce que le nombre reste petit devant n0? C'est un ingrédient, une condition nécessaire pour l'approximation quadratique, donc il faudra qu'on le vérifie à la suite.
Et comme je le disais en introduction, eh bien, on va apporter des réponses à tout ça, d'une part pour le potentiel V2R dans le cadre du développement de bornes, ce qu'on a fait aujourd'hui, et puis également pour le pseudo-potentiel, cette fonction de distribution de Dirac régularisée. Voilà, eh bien, je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention.